Remercier les organisateurs de cette initiative qu'ils ont eue d'organiser cette journée d'études. Le sujet que j'ai à traiter devant vous concerne le Maroc face à l'Union africaine. Comme vous le savez, le Maroc n'est pas membre de l'Union africaine. Et j'essaierai de vous expliquer dans quelles circonstances le Maroc a été acculé à quitter l'Organisation de l'Unité africaine et également pourquoi aujourd'hui il n'adhère pas à l'Union africaine. Comme vous le savez, l'Union africaine a remplacé l'OUA en 2002, suite à une conférence qui a eu lieu en Libye, où a été adoptée ce qu'on appelle la déclaration de Sirte. En guise d'introduction, je voudrais me référer à une étude très intéressante qui a été faite par un think tank sud-africain, Trust Foundation. Ce qui est intéressant d'ailleurs, vu la position bien connue de l'Afrique du Sud, c'est ce think tank sud-africain qui a fait l'année dernière, à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'OUA, une étude sur justement le Maroc et l'Union africaine. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les contacts qu'ils ont eus à Addis Abeba, avec de hauts fonctionnaires de l'Organisation de l'Unité africaine, ils ont conclu que le retour du Maroc, l'absence du Maroc posait effectivement un problème et, comme le a dit mon fonctionnaire, que le retour du Maroc à l'Union africaine permettra à l'Afrique de ne plus être divisée et débarrassera l'organisation d'une source de friction. Donc, comme vous le voyez, ils admettent qu'il y a effectivement une source de friction au sein de l'Union africaine. Et il a dit ceci: lorsque nous parlons de l'Afrique, le Maroc est inclus, et lorsque nous parlons de l'Union africaine, le Maroc est exclu. Et pour confirmer un petit peu ce que lui ont dit ces hauts fonctionnaires de l'Union africaine, c'est qu'aujourd'hui, toutes les réunions internationales conjointes entre l'Afrique et différents pays, comme Afrique-Japon, Afrique-États-Unis, Afrique-Pays arabes, Afrique-Union européenne, la référence à l'Union africaine est exclue. Elle est exclue justement parce que l'Union africaine a en son sein une entité qui ne remplit pas les conditions d'un sujet international responsable. Et c'est pour cela qu'ils exigent que les pays qui doivent participer à ces réunions doivent être les pays qui sont membres des Nations Unies, pour un peu, si vous voulez, régler le problème. Et c'est pour cela que la référence, ils refusent qu'il y ait la référence à l'Union africaine, parce que s'ils font la référence à l'Union africaine, on va leur sortir cette entité qui ne remplit pas les conditions d'un sujet de droit international. Alors maintenant, si vous voulez bien, je vais vous dire un petit peu rapidement comment les choses se sont passées, pourquoi le Maroc a quitté l'OUA. Mais une chose que je voudrais dire auparavant, c'est que les pays africains, sans exception, sont très attachés à l'organisation africaine, que ce soit l'OUA ou que ce soit l'Union africaine. Et ce qui s'est passé en 1980, le 17e sommet de Freetown,
c'est que la prétendue République sahraoui a présenté une demande d'adhésion. Et immédiatement, le Maroc a présenté une motion contenant une question préjudicielle, à savoir que l'entité qui a présenté sa candidature ne remplit pas les conditions prévues par la charte, notamment son article 4 et son article 28 qui concernent le processus d'adhésion. Dans l'article 4, il est dit « Tout État africain indépendant et souverain peut devenir membre de l'Organisation de l'Unité africaine ». Par conséquent, il y avait cette condition en quelque sorte sine qua non, indépendant et souverain, et la question préjudicielle justement était de poser la question au chef d'État de répondre. Et conformément à l'article 25 du règlement intérieur de la conférence des chefs d'État, il fallait que la motion, il fallait avoir les 2 tiers pour pouvoir être adoptée. D'ailleurs, voyant un petit peu qu'il n'y avait aucune chance que cette demande d'adhésion soit acceptée, il y a eu une groupuscule très activiste au sein de la conférence qui a créé un petit peu la confusion au sein de la réunion pour empêcher que la motion soit mise aux voix. Et c'est ainsi que le président en exercice de l'OUA, le président Séka Stevens de Sierra Leone, qui présidait la séance, a décidé de suspendre aussi bien la demande d'adhésion que le vote sur la motion avec la question préjudicielle. Alors, ce qui est intéressant de voir, et là où il faut suivre, vous voyez donc la décision du chef d'État qui a décidé de suspendre la demande d'adhésion, mais malgré cela, à la réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu quelques mois plus tard, au mois de février 81, ce groupuscule dont je vous ai parlé, et je vous signale que j'ai évité volontairement de ne pas donner les noms de ce groupuscule pour ne pas créer de polémique ou citer tel ou tel pays. Pour me rester uniquement dans le domaine du droit et de ce qui a été, vous voyez, sans bien entendu, lorsque nous passerons à la phase des questions, je serai disposé à répondre à toute question qui sera posée à ce sujet. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce groupuscule, malgré qu'il y ait une décision des chefs d'État, a demandé au secrétaire général, mais comment se fait-il que la prétendue race n'est pas présente au Conseil des ministres? Ce qui paraissait absolument aberrant, puisqu'il y avait une décision des chefs d'État. Le secrétaire général, Edem Kodjo, avait répondu par lettre, en disant qu'il y avait une décision des chefs d'État et que par conséquent, lui, il ne pouvait pas disons, appliquer ce qu'on appelle l'article 28, à savoir de répondre quand il y a un certain nombre de pays, puisqu'il fallait 26 pays pour avoir la majorité simple. Mais ce qu'il faut, il faut signaler une chose, c'est que si les pays sont libres de reconnaître qui ils veulent, comme État, comme République, ils veulent, être à l'intérieur, demander son adhésion à une organisation, on est obligé de se soumettre à la charte de cette organisation. Donc il y avait des conditions qui n'étaient pas remplies. Or là, ils ont voulu jouer sur le fait qu'il y a 26 pays qui ont, c'est-à-dire la majorité simple, qui ont reconnu, par conséquent, on doit s'en tenir compte des conditions posées par la charte. Ceci pour vous donner un peu une idée de l'ambiance et de l'état d'esprit de ce groupuscule qui a voulu un petit peu imposer son dictat au sein de l'Organisation de l'Unité africaine de l'époque. Alors, puis, vint en 81, le fameux sommet de Nairobi, auquel le roi Hassan II s'est rendu lui-même, et il a proposé l'organisation d'un référendum. Alors, au cours de un élément également à vous signaler, c'est qu'une résolution a été adoptée à ce moment-là, félicitant le roi Hassan II d'avoir accepté d'organiser le référendum, et le sommet a mis sur pied un comité de mise en œuvre pour justement procéder au processus qui devait mener en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le référendum d'autodétermination, comme je prends exactement ce qui est dit dans la résolution, en vue de garantir l'exercice d'un référendum d'autodétermination général et régulier de la population du Sahara occidental. Et donc le comité de mise en œuvre s'est réuni quelques semaines plus tard, le 24 et 26 août, en présence encore une fois de Hassan Diop, qui s'est rendu pour une deuxième fois à Nairobi. Et cette session s'était terminée par l'adoption d'une décision contenant un plan détaillé associant l'OUA et l'ONU pour l'organisation des référendums. Et je dirais une chose, et je voudrais vous signaler effectivement que le processus ainsi engagé vraiment faisait honneur à l'Afrique. Et allait prouver au monde entier que l'OUA était capable de résoudre elle-même ses problèmes. Donc il n'y avait aucun, si vous voulez, le Maroc avait accepté les conditions posées par le comité de mise en œuvre. Donc je vous dis au mois d'août, au mois de février, encore une fois, au Conseil des ministres ordinaire, voilà que Kodjo, secrétaire général, surprend tout le monde en faisant entrer dans la salle, avec une pancarte, comme tous les autres États membres, la délégation de la prétendue race. Et ce qui est curieux, c'est que c'est des données juridiques en février 81 qu'il a présenté lui-même par écrit, qui disent qu'il était dans l'impossibilité de répondre favorablement à la demande de ce groupuscule de pays, étant donné qu'il y avait une décision du chef d'État. Il avait même dit qu'il avait aussi que c'était avec l'accord du président en exercice de l'OUA. Malgré cela, en février 82, il a fait entrer la délégation. Il y a eu 19 délégations qui ont immédiatement quitté la salle, et donc le quorum a été rompu. Et c'est de là, ce coup de force avait effectivement provoqué une crise sans précédent au sein de l'OUA. Et la preuve, c'est que la 19e conférence des chefs d'État qui devait avoir lieu quelques mois plus tard à Tripoli a été ajournée sine die. Alors, en 83, nous étions en pleine crise et ce même groupuscule activiste au sein de l'organisation a fait une chose assez curieuse et assez machiavélique. Il a dit que nous allons organiser, on peut tenir la 19e conférence, mais sans la présence de la race. Donc vous voyez déjà les contradictions. Voilà maintenant un État, on dit que c'est un État membre, mais ensuite on le retire pour des raisons tout à fait conjoncturelles, pour obtenir justement, pour avoir ce sommet, parce qu'ils ont vu qu'effectivement il y avait une crise, mais c'était pour obtenir en fait une résolution qui allait poser comme condition préalable avant le référendum de négociation directe entre guillemets, deux parties au conflit. Alors bien entendu, c'était le meilleur moyen de bloquer le processus dans lequel s'était engagé le comité de mise en œuvre. Et c'est ainsi que la crise, le Maroc refusa, il a répété qu'il était toujours disposé à aller avec la décision du sommet de Nairobi pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination en coopération entre l'OUA et l'ONU. Et c'est là où il y a eu lieu le 20e sommet en novembre 1984. Et le Maroc s'est trouvé, bien sûr, avec la présence d'une délégation de la prétendue race. Et le Maroc refusa effectivement d'entériner cette violation de la charte et décida de quitter l'organisation. Alors voilà un petit peu, voilà comment exactement ce qui s'est passé, vous avez vu un peu le processus, et il me semble, si je me permets, de signaler un côté. L'objectif, en fait, on le voit, il est clair, ça a été en quelque sorte de faire obstacle à l'organisation du référendum. Parce que contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, le Maroc était favorable au référendum en 1984. Il était disposé, la preuve, c'est que le roi lui-même s'était rendu à Nairobi et avait donné son accord et le processus était engagé. Mais ce sont les autres qui avaient effectivement peur de ce référendum et qui voulaient poser des conditions pour finalement bloquer le processus.
c'est ce qui s'est passé, le processus effectivement a été bloqué. Je voudrais simplement rappeler une phrase, le message mémorable qu'avait envoyé Hassan II: toute chose étant donc pour l'heure ce qu'elle est, et en attendant des jours plus sages, nous vous quittons, mais Africain est le Maroc, Africain il le demeurera, et nous tous Marocains resterons au service de l'Afrique. Voilà, donc je termine avec l'OUA, ce qui s'est passé à l'OUA. Et si vous permettez, maintenant je passerai aux contradictions dans lesquelles se trouve l'Union africaine. Alors, très rapidement, pour laisser la possibilité, très rapidement, c'est que l'organisation panafricaine se trouve aujourd'hui, comme j'ai dit, dans une situation insolite. Et ce qui est amusant, c'est que les rédacteurs de l'acte constitutif ont voulu en quelque sorte facilement changer, comme si vous voulez un peu rectifier le tir d'une manière très maladroite. Ils ont supprimé l'article 4 de la charte de l'OUA qui disait tout État africain indépendant et souverain, tout État africain peut devenir membre, etc., membre de l'OUA. Et ils ont enlevé donc cet article, et dans l'article 28, qui est devenu dans l'acte constitutif l'article 29, dans lequel on parle du processus d'adhésion, on a mis État africain, on a supprimé indépendant et souverain. Or, il est notoire que chaque fois qu'elle est appelée à dire si une collectivité politique est ou non un État au sens du droit international, la jurisprudence internationale commence par rechercher si celle-ci se comporte effectivement comme une entité souveraine et indépendante. Voilà, si vous voulez, déjà je passe rapidement pour le temps, puisque j'avais prévu 20 minutes, mais j'ai vu qu'elle a été réduite à 15 minutes, ce n'est pas grave, nous allons pouvoir terminer dans le temps imparti. Je dirais ceci simplement, comme vous le savez, le Maroc a été clair quand il a quitté l'OUA, et le 12 novembre 1984, c'est-à-dire le mois prochain, cela fera 30 ans, et qu'il n'y retournerait que lorsque la légalité sera rétablie. Alors, en conclusion, et je termine, j'espère que je ne passerai pas, en conclusion, il me semble franchement, parce que très souvent j'ai entendu dire, j'ai lu dans les journaux, mais l'acte constitutif ne prévoit pas le gel d'un État membre, ne prévoit pas. À mon avis, il me semble très franchement que la formule seule qui peut, disons, faire sortir l'Union africaine de cette situation qui n'est pas, disons, son honneur, c'est d'aller vers d'engager le processus d'amendement de l'acte constitutif qui est prévu par l'article 32 de l'acte constitutif. L'article 32, et là, à ce moment-là, il faudra pour cela qu'il y ait d'abord une volonté politique sincère de mettre fin au statut actuel, qui est une aberration, et de placer l'intérêt de l'Afrique au-dessus de toute considération. Et je crois qu'il y va de la crédibilité de l'Union africaine qui pourra enfin se réconcilier avec la province. Quant au Maroc, cela fait 30 ans qu'il a quitté l'OUA, et pourtant il n'a jamais été aussi enraciné dans le continent. Et on dit un proverbe, un arbre dont la racine est profonde ne craint pas le vent. J'ajouterai ni la tempête. Je vous remercie.